C'est bon, on m'entend? C'est incroyable. Bonjour à toutes et à tous. Ah, vous êtes quand même pas mal nombreux à être restés, merci à vous. Alors, je vais faire un truc que j'ai probablement jamais fait dans ma vie, ça va être ouf. J'ai jamais joué à un jeu vidéo sur un écran aussi grand. Alors, on va essayer de le mesurer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 par je sais pas combien. Ouais, ça envoie du steak, hein. Ça envoie du steak. Alors, on va passer les 45 prochaines minutes tous ensemble à faire la game de l'année. D'accord? Je lance la map. Et donc, bienvenue à toutes et à tous au DevLille pour cette édition 2026. On termine ce DevLille tous ensemble en se détendant, en faisant une petite partie de Factorio. Merci. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu Factorio? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je fais là-dedans? Et ben en fait, mon personnage ici, là, c'est moi, hein. Et ben, je suis pas très bon pilote. Et mon vaisseau spatial, il est un peu en mauvais état, hein. Je me suis craché sur cette planète qui a l'air assez sympathique, verdoyante. Néanmoins, mon vaisseau, là, il est vraiment en mauvais état. Je sais pas comment je vais faire, je pense que je vais pas le réparer. Je vais probablement essayer de construire une fusée, après tout, je suis un ingénieur, je peux construire une fusée. Vous savez, comme quand on se dit, tiens, on a un projet legacy, on va pas le maintenir et essayer de le faire évoluer. On va plutôt essayer de faire une réécriture à zéro. Et ben donc, on va reconstruire une fusée. Comment on peut faire ça? Dans Factorio, pour construire une fusée, on va récolter des matériaux. On a ici les 3 matériaux principaux du jeu. Le charbon, en noir, le fer, en bleu, et le cuivre, en rouge orangé. Et dans Factorio, pour récolter les matériaux, on utilise des mines. Donc ici, je vais créer une mine de charbon. Je vais tout de suite créer ici une mine de fer. Et je vais dérouler des tapis roulants, hop, hop, sur lesquels mes ressources, vous voyez, elles se posent et elles se déplacent. Et puis je vais faire un truc comme ça. Ouf. Ne me jugez pas si vous jouez déjà au jeu. Qui joue au jeu? Ouais, ok. Donc ne me jugez pas s'il vous plaît. D'accord? Ça va pas être joli. Et donc ces matériaux, je vais pouvoir les raffiner. Donc par exemple ici je construis un four. Pour alimenter mon four, j'utilise du charbon qui va me servir de combustible. Et je vais mettre mon fer dans le four. Et ici, j'ai mes entrées du fer. Et mon four, il produit en sortie des plaques de fer. Ok? C'est la mécanique basique du jeu. Une entrée, une sortie. Moi, dans mon métier, j'appelle ça input, output. Et ce machin au milieu, j'appelle ça une application, un processeur. Appelez ça comme vous voulez. D'accord? Et puis ensuite, je vais pouvoir aller, encore une fois, déplacer mes matériaux. Donc ici, mes plaques de fer, je les remets sur un tapis. Et puis cette fois-ci, je vais construire une usine à cet endroit-là, pourquoi pas. Et mon usine, je vais fabriquer des engrenages. Hop, je mets mes plaques de fer. Je prépare ma sortie et vous voyez, hop, j'ai mes petits engrenages qui arrivent. Tout va bien. Et puis on va, comme je suis un développeur, je vais copier-coller des trucs. Hein. Hop. Pourquoi vous riez? Et puis, oh là, où je suis parti? Hop, ici, plutôt que de faire des engrenages dans cette deuxième usine, on va aller fabriquer des tuyaux, par exemple. Hop, tuyaux. Puis toi, on va t'éteindre. Hop. Et donc ici, j'ai un bout d'usine, un peu pourri, mais c'est pas très grave, qui est capable de fabriquer un petit peu des engrenages ici, et puis des tuyaux. Pour fabriquer ma fusée, pour m'échapper de cette planète, il va falloir que je fabrique des millions d'engrenages. Il va falloir que je fabrique des millions de tuyaux, et tout un tas d'autres trucs. Donc il est vraisemblable que ma petite usine, là, elle ne suffise pas. Et je vais avoir des problèmes d'architecture et de scalabilité. Voilà pourquoi j'essaye de jouer à Factorio au travail et d'être payé pour ça. Donc voilà, donc là je vous ai expliqué un petit peu les mécaniques basiques du jeu et puis on va pouvoir, avec cette compréhension minime du jeu, on va pouvoir avancer tranquillement et puis vraiment démarrer cette conférence. J'ai oublié de prendre ma gourde, je vais la chercher, elle est là, ne vous inquiétez pas.
Donc cette conférence, elle va être axée en 3 chapitres. Dans le premier chapitre, je vais vous présenter des principes d'architecture et des modèles d'architecture logicielle. On va les voir. Dans un deuxième chapitre, on parlera de scalabilité. Et dans un troisième chapitre, on parlera de sécurité. Donc forcément, ça va être un petit peu décousu. Mais voilà, là, j'utilise le jeu pour vous présenter ces différents principes. Et donc, le premier chapitre qui est ici, architecture de code. Mais avant de parler d'architecture, moi, ce que j'aime aussi, c'est manger, hein, forcément. Il ne faut pas manger pour vivre, il faut vivre pour manger aussi. Je ne sais plus dans quel ordre on dit. Une de mes cuisines préférées, c'est la cuisine italienne. J'adore vraiment la cuisine italienne. Vous savez, bon, il y a 2 écoles, hein, pizza et pâtes. Moi, je suis plutôt pâtes. Et dans les pâtes, mes pâtes préférées, c'est probablement les spaghettis. En fait, le code spaghetti aussi, c'est un truc que je pratique. Et donc là, j'ai un morceau d'usine qu'on pourrait qualifier d'un bon gros monolithe. Et j'ai un morceau d'usine là qui est clairement du spaghetti. Pourquoi c'est du spaghetti? Parce qu'on voit que ça va un petit peu dans tous les sens. Il y a des trucs qui sont un peu mélangés, et on a du mal à voir ce qui se passe. On a du mal à voir qui dépend de quoi. Par contre, ça a l'air de marcher, ce code. On voit que ça bouge un peu, qu'il y a les petits bras articulés là qui se déplacent. Ça a l'air de fonctionner. Et même mieux, je pourrais vous dire que ça fonctionne à tel point que ce monolithe, il est scalable. Ça veut dire que si je fais ça, je colle ça ici. Aucun enfer. Quelle horreur. Bon, c'est pas parfait. Mais voilà, ça se propage. On va dire que ça va marcher au bout d'un moment. On peut très bien scaler ce bon gros monolithe tout moche. Mais ce machin-là, en fait, il a l'air de fonctionner, mais quel est le problème avec tout ça? C'est que le jour où on a un problème dedans, ça va être difficile à débugger, ça va être difficile de comprendre où est le problème. Par exemple, moi je connais bien ce morceau d'usine, c'est moi qui l'ai construit. Celles et ceux qui jouent à Factorio ici, vous imaginez le temps que ça m'a pris de faire ce bazar-là? Et si on regarde un petit peu ce morceau d'usine, on peut s'attarder un peu sur cette partie-là qui fabrique des fioles rouges et des fioles vertes. Et on voit que les fioles rouges, on voit qu'il y en a qui se déplacent ici, ça a l'air de bien marcher. Les fioles vertes, par contre, pas du tout. On n'a aucune fiole verte qui se déplace. Donc on a un morceau de notre code qui n'est pas fonctionnel. Et si on essaie de comprendre pourquoi, si on regarde les entrées et sorties de l'usine qui fabrique les fioles vertes, elle a besoin de tapis roulants et de bras articulés pour produire une fiole. Les tapis roulants, elle les a, les bras articulés, elle les a pas. Et on peut essayer de se dire, ouh là là, les bras articulés, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils sont pas à côté. Ah si, ils sont juste là en dessous. Où est-ce que ça va ce truc-là? Qu'est-ce que ça mange? Ça mange des engrenages. Où est-ce qu'ils sont les engrenages? Plap, plap, plap. Si je suis le chemin inverse, paf, 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 ils sont ici. Les engrenages, ça a l'air de marcher, mais ça marche pas assez vite a priori. Bon, je suis développeur. Hop, tac, tac. Ne me jugez pas. Hop. Tac, tac, tac. J'ai doublé la production de mes engrenages. J'ai réglé mon bug. La rustine, on appelle ça, vous savez, le petit bout de code qu'on rajoute là pour faire que ça fonctionne, etc. Non, on fait pas ça, on fait pas ça, ça on enlève, c'est tout moche. Bon, ça c'est un problème qu'on a ici, et puis il y a d'autres problèmes ici, j'ai mis une flèche pour m'en rappeler. Ici j'ai un bout d'usine qui marche pas du tout. La dépendance de ce truc là, c'est ici mes bobines de cuivre. Ma bobine de cuivre, elle n'est pas du tout produite visuellement, on la retrouve pas ici. C'est parce qu'on a une dépendance de code qui est cachée, c'est celle-ci en fait, c'est une dépendance de code qui est partagée. Ici on a des bobines qui se baladent sur ce tapis, plap, 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 ça se balade, ça se balade, ça se balade, et ça se balade, ça se balade, ça se balade, ça s'arrête là. Les bobines, elles ne peuvent pas aller plus loin. Est-ce que j'ai une solution propre pour ramener mes bobines? Ça, c'est une solution propre. Hop, tac. Petite solution propre. Non, il faut un... comme ça. Est-ce que ça va marcher, ça? Hop, non, ça marche pas. Ah, mince. Je refactor. Ça, difficile le code. Hop, tac, tac, tac. Ça suffit pas, en fait. Il va falloir que je scale ici. Ça va être compliqué parce que c'est déjà le foutoir. Et puis en fait, j'aurai toujours pas assez de bobines de cuivre parce que les bobines de cuivre, il va falloir que je les amène pour d'autres composants. Donc là, j'ai un monolithe qui, bien qu'il ait l'air de fonctionner et qui soit scalable, je peux le copier-coller et en faire d'autres instances. Le problème que j'ai avec ce truc-là, c'est qu'il est difficile pour moi de trouver les dépendances entre les différents morceaux de mon usine.
Ça, c'est ce qu'on appelle le spaghetti dans Factorio. Et je suis assez peu fier de ce que je vous montre là. Néanmoins, dans la cuisine italienne, les spaghettis, en fait, nos amis italiens, ils sont plutôt originaux parce qu'ils se sont dit bon, les spaghettis, c'est cool, ça s'entremêle, c'est rigolo. Et si on faisait des spaghettis plats qu'on arrivait à empiler? Des spaghettis plats qu'on arrive à empiler, c'est des lasagnes. On met une couche de pâte, une couche de sauce, une couche de pâte, une couche de sauce. Et béchamel aussi, ouais, merci. Et puis on fait gratiner. Les lasagnes, dans nos architectures de code, on appelle ça des architectures en couches. Et donc on organise des couches avec des responsabilités séparées. Vous connaissez un petit peu les architectures contrôleur, service, repository, des choses comme ça. Ça parle à peu près à tout le monde. C'est assez classique. Ça nous permet de bien séparer les responsabilités de chacune de nos couches. Ça nous permet de bien contrôler les dépendances. La couche contrôleur a le droit de dépendre de la couche service. La couche service a le droit de dépendre de la couche repository. Un contrôleur n'a jamais, au grand jamais, le droit d'appeler directement un repository. Donc ça, c'est des choses assez classiques. Et donc ici, dans cette vision d'architecture en couche, dans mon petit Factorio, et effectivement, je peux facilement identifier que ici, mon petit bout d'usine, il fonctionne bien. Sa dépendance qui est juste en dessous, elle fonctionne bien. Et qu'au niveau de mes fioles vertes, j'ai toujours aussi un problème d'alimentation de mes fioles vertes, puisque visiblement, il ne se passe rien. Et je vais pouvoir aller facilement identifier que dans la couche en dessous, effectivement, j'ai un problème, parce qu'ici, je ne produis pas les bras articulés, parce que dans la couche encore en dessous, ici, je ne produis clairement pas assez d'engrenage. Et donc, je vais pouvoir simplement venir identifier le problème et agir localement et augmenter ma production d'engrenage. Si j'arrêtais de faire des trucs sales, je me déteste. Oh, quelle horreur. Et c'est même pas aligné. Hop, voilà. Je vais pouvoir augmenter ma production d'engrenage localement parce que j'ai identifié clairement mes dépendances, parce que j'ai une vision claire de mes différentes couches et de qui dépend de quoi, et donc de pouvoir régler mon problème et réussir enfin à produire une petite fiole verte qui va popper ici dans les secondes qui viennent, si elle veut bien. C'est l'usine la plus lente du monde. Allez, ça avance, hop. C'est long à calculer, hein. Ouf, voilà. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt cool, ça nous permet d'avoir des dépendances claires, une vision propre, et d'être capable de facilement comprendre qui dépend de quoi. Et dans Factorio, en fait, on ne fait jamais ça. Dans Factorio, on fait des architectures modernes, parce que les architectures en couche, c'est daté, on est des gens ambitieux. Et les amis italiens, ils se sont dit, le plat italien le plus ambitieux, c'est pas quand on fait des couches comme ça, avec de la pâte et de la sauce, c'est quand on se dit, on va faire un cœur de sauce enrobé de pâte. Le ravioli. Le ravioli, chez nous, c'est notre microservice. Hein. Et donc, ici, j'ai encore une fois le même segment d'usine avec mes morceaux d'usine que j'ai réorganisés pour être chacun indépendant et chacun avoir une fonctionnalité métier. J'ai un bout d'usine qui fabrique des fioles rouges, un bout d'usine qui fabrique des fioles vertes, etc., etc. Et donc, je vais activer ici mon usine, hop, ouvrir les vannes des requêtes HTTP. Et j'ai mes petites requêtes qui se baladent. Et mes services s'appellent les uns les autres. Plap, 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 on est content. Et on voit que ici, les fioles rouges, très vite, ça démarre. Donc ici, on va avoir des fioles rouges qui se produisent. Les fioles vertes, ça met un petit peu plus de temps parce qu'on a besoin de la data qui provient d'ici, de la data qui provient d'ici. Hop, mais les fioles vertes, c'est parti. Et puis les microservices, c'est génial. Ici, on a un microservice qui n'est pas assez performant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On en met une deuxième instance, hop, un deuxième pod, hop, un troisième pod. Puis on peut mettre aussi un pod un peu caché. Oh, il y avait un pod caché ici. Qu'est-ce que c'est que ce pod là? Pourquoi il n'était pas visible dans mon architecture? C'est ça aussi qui est rigolo dans les microservices. C'est que comme tous parlent un petit peu par le réseau, parfois on a du mal à identifier qui parle à quoi. Et on découvre des dépendances. Tiens, il y avait un service caché qui était indispensable dans l'architecture. Et donc ce service, effectivement, si je le supprime, ici, hop là, supprime, tac, ce service qui n'était pas visible dans mon architecture initialement parce qu'on a du mal à identifier les dépendances parce que ça va un peu dans tous les sens. Hein. Là, les petits robots, ils se déplacent à une vitesse affolante. Et l'usine, au bout d'un moment, elle va s'arrêter de fonctionner puisqu'il y a un microservice un peu loin dont on n'a pas la vision qui s'arrête. Donc voilà ce qu'on peut, le parallèle qu'on peut aussi faire entre Factorio et notre métier.
Et puis, si on descend encore un petit peu, donc la cuisine italienne, c'est bien, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment les trucs souverains, les trucs français aussi, tiens. Et donc, ça serait quoi des raviolis à la française? Parce que les raviolis, on est d'accord, hein, ça a souvent une forme, ça a une forme carrée, hein, le ravioli un peu classique italien. Nous, en France, on fait des hexagones. On aime bien la forme de notre pays. Un ravioli à la française, est-ce que ça serait pas les architectures hexagonales avec une forme rigolote? Donc là, j'ai un joli hexagone. J'ai un hexagone où j'ai une fonctionnalité métier, produire des plaques de cuivre. J'ai un port d'entrée sur la gauche qui permet de recevoir des données dans un certain format. Donc ici, c'est du minerai de cuivre. Et j'ai un port de sortie à droite qui permet de produire des données dans un nouveau format, qui sont les plaques de cuivre. Et donc je connecte mes ports ici, hop, mon petit adapteur, c'est parti. Et puis je vais pouvoir aussi déployer par exemple un deuxième hexagone juste à côté, qui va produire des plaques de fer. Et puis comme on fait l'architecture hexagonale, on va connecter tout ça, pouf, impeccable. Et donc là, j'ai un autre service qui vient se connecter. On peut même faire du Hive, si vous avez vu le talk incroyable de Julien Topsu. Un petit pattern Hive avec des communications interprocess. Et donc là, on a une organisation du code qui est un petit peu différente. Bon, c'est juste pour la blague. Hein. Personne ne fait ça dans Factorio. Non, non, croyez-moi. Et donc avec cette organisation de code, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit clairement les entrées et les sorties. Vous voyez ici, sur ma partie cuivre, j'ai un port ici avec un adapteur qui parle avec un tapis roulant. Ici, ce tapis roulant, je pourrais très facilement le remplacer par autre chose, sans avoir impacté le contenu de mon hexagone. Et donc le remplacer par un coffre qui contiendrait mes ressources, et c'est ce que j'ai en dessous. Donc cet aspect de différenciation entre les ports, les adapteurs, les entrées et les sorties, c'est ça ce qui coule dans les archis hexagonales. Hop, on va descendre, et puis on va reprendre le train, qui va nous emmener un petit peu plus loin, pour prendre un petit peu de recul sur notre système d'information. Hop là. Et donc on pourrait parler d'urbanisation. Et moi je pense que Haussmann, vous savez quand il a restauré la ville de Paris, enfin quand il a tout détruit et tout reconstruit, je pense que Haussmann il jouait à Factorio. C'était un gars qui aimait bien quand les trucs étaient bien rangés. Et donc moi quand je joue à Factorio, je crée des zones comme ça du jeu, que je délimite. Vous voyez un petit peu là la délimitation autour de cette zone. Et donc là j'ai une zone d'arrivée de données par batch. Des batchs de données qui arrivent, donc mes trains qui viennent déposer mes ressources. Puis après, j'ai un pipeline d'ingestion de données, où j'ai mes données qui sont transformées dans un autre format. Et puis après, toutes ces données, elles atterrissent sur un énorme bus de données. Les gens un peu âgés dans la salle, le terme ESB, ça vous parle, hein, les Enterprise Service Bus. Maintenant, on dit Kafka. Et donc, on constitue l'entreprise en venant ajouter petit à petit des applications qui vont dépendre de certaines données, produire des nouvelles données, et petit à petit venir constituer comme ça le système d'information et raffiner les données vers des choses de plus en plus complexes. Et mon usine, elle est organisée comme ça, hein, elle est urbanisée, donc j'ai des zones, des quartiers où j'ai la production de fer, la production de cuivre, la production de circuits imprimés, d'autres choses. Et plus je monte dans les étages, plus j'ai des composants complexes, jusqu'à arriver au site de lancement Kourou, mais ça on va passer à côté, jusqu'à arriver au lancement de fusée en fait finalement. Et donc on va pouvoir passer, assez parlé d'architecture et cuisine italienne, de toute façon j'ai pas encore très faim. Parlons de scalabilité maintenant. Ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous ai montré tout à l'heure, j'avais pris les microservices et puis je les avais copié-collés. J'avais pris mon monolithe et je l'avais copié-collé. Et donc ça, c'est de la scalabilité, on est d'accord, hein. Donc le propos de la scalabilité, c'est d'être capable d'augmenter ou de réduire la taille d'un système ou d'une application pour pouvoir traiter de plus en plus de données. Et donc il y a deux axes de scalabilité. Le premier, c'est la scalabilité verticale.
Donc le propos de la scalabilité verticale, c'est de dire que on va augmenter les ressources d'une machine, on va lui allouer plus de CPU, plus de capacité de calcul, plus de RAM, parce qu'on a fait un gros applicatif Java et on se dit que 4 Go de RAM c'est pas assez, donc on va en mettre 8, puis 16, puis 32, en se disant que notre système il va pouvoir traiter de plus en plus de données. Et donc ici j'ai un topic Kafka qui m'envoie des messages, et j'ai une application qui mange les messages de mon topic Kafka et qui produit des messages sur un autre topic Kafka qui repartent dans le bus. Et au moment où je reçois plein de messages, on ouvre les vannes, hop, mon petit CPU ici, il va être un peu débordé. Donc il ne va pas être capable de traiter tous les messages. Donc les messages ils vont commencer à s'empiler dans mon topic. Et je vais avoir ce qu'on appelle du lag. Donc là, vous voyez, il y a plein de messages qui sont ignorés. Mon usine, elle va vraiment pas assez vite. Mes messages, ils partent dans ce qu'on appelle la dead letter. Bon, et comment je peux faire ici pour être capable de traiter de plus en plus de messages? Je vais augmenter les capacités de calcul de mon usine. Ici, mon usine, elle est grise. Elle est capable de traiter un message par seconde. Si je passe sur une usine bleue, elle va être capable de traiter 2 messages par seconde. Alors ça, je vais l'ouvrir pour dépiler ce qu'on a. Donc 2 messages par seconde, ici, on voit que ça va quand même assez vite. Mais c'est pas assez, on voit qu'il y a encore des messages qui ne sont pas pris. Donc allons-y, on va prendre l'usine encore au-dessus. Elle traite 3 messages par seconde. 3 messages par seconde. Donc là, on va voir qu'il va commencer à dépiler. Il passe à 4,3. Donc on voit que ça va très vite. Mais il y a encore quelques petits messages qui passent pas. Et puis on va vraiment booster le CPU. On va mettre, voilà. On va booster à mort le CPU. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit que notre usine, elle est hyper puissante. Elle est capable de traiter beaucoup de messages par seconde. Et là, ce qui va pas assez vite, c'est ce pauvre petit bras articulé là, qui lui, on a atteint son débit maximum. Et donc là, on est sur des problématiques d'entrée-sortie, les I/O, donc les débits réseau, principalement, peut-être les débits des disques. On n'est pas capable de lire ou d'écrire assez vite les données. Et donc pour faire ça, on peut booster les entrées-sorties. Souvent, ça suit aussi quand on augmente la taille d'une machine, souvent on a plus de capacité d'entrée et de sortie de réseau. Et donc avec ça, là, on est capable de tenir la charge. Et donc on a cette machine, là, on a fait une scalabilité verticale dessus. On a augmenté sa puissance de calcul pour pouvoir traiter de plus en plus de messages. L'autre axe de scalabilité, c'est la scalabilité horizontale. Et donc ici, quand j'ai un topic Kafka dans lequel j'envoie de plus en plus de messages, plutôt que d'augmenter la taille de cette machine unitaire, ce que je fais, c'est que littéralement ici, je vais horizontalement multiplier le nombre de mes machines pour être capable de traiter les messages qui arrivent depuis mon topic et absorber cette charge de données. Et le jour où je vais avoir un peu moins de messages qui arrivent, je vais pouvoir faire l'opération inverse, supprimer les machines en trop et revenir à un rythme à peu près normal. Donc on a ce côté aussi un peu élastique au niveau de cette notion de scalabilité horizontale. Puis là, c'est marrant d'avoir littéralement un truc horizontal. Pour pouvoir aussi traiter les messages, on va avoir besoin de répartir la charge entre nos différents serveurs, nos différents CPU, nos différentes applications, moi dans mes différentes usines. Et donc c'est ce qu'on appelle le load balancing, la répartition de charge. Et donc quand on a ici encore une fois un flux réseau qui nous arrive, donc là c'est ici nos plaques de fer, vous voyez elles montent ici, hop, et elles arrivent sur mon usine. À un moment donné, quand je vais avoir du trafic supplémentaire que je vais vouloir distribuer entre plusieurs instances de mon usine, ce que je vais faire, c'est que je vais ici, hop, ajouter une deuxième usine. Donc ici, j'ai fait de la scalabilité horizontale. Et je vais mettre un load balancer, le load balancer le plus bête du monde, hop, qui va permettre ici de dire que j'ai une partie des requêtes qui va partir vers un serveur et une partie des requêtes qui va partir vers l'autre serveur. On répartit la charge entre nos machines et donc moi là entre mes usines. On parle aussi de round robin, c'est pour dire qu'on a une requête qui va partir à gauche, puis une requête qui va partir à droite, puis on revient une requête qui part à gauche, puis une requête qui part à droite, puis on revient, puis je vais m'arrêter parce que je commence à en avoir marre. Mais je fais mon sport là de la journée, tiens.
Et puis on a donc tout un tas de typologies de load balancers dans Factorio. Moi je trouve que c'est des load balancers tout à fait efficaces. Donc quand on veut diviser le trafic entre deux usines, eh ben, on va mettre un petit load balancer ici. Entre 4, on divise en 2, puis on redivise en 2. Entre 8, on divise en 2, puis on redivise en 2. Si vous vous intéressez aux jeux Factorio, il y a des subreddits, vous savez sur Reddit, donc des espaces de discussion complets qui sont dédiés à juste savoir quel est le load balancer le plus efficace. Parce que celui-là, en fait, si c'est pas bien réparti entre les deux lignes de mon tapis roulant, et ben, au bout d'un moment, c'est pas bien réparti partout. Et donc il y a des gens qui se battent pour savoir quel est le truc qui marche le mieux. Oui, oui. Au bout d'un moment, quand on passe 800 heures dans un jeu, ça laisse des traces, hein, je pense. Ça fait divorcer peut-être, ouais. Bon, donc le load balancing, on a vu comment ça fonctionnait, comment on est capable de répartir la charge. Ce qui va être intéressant aussi, c'est d'être capable de surveiller la cuisson de nos pâtes. Et de pouvoir réagir en fonction de ce qu'on observe. C'est ce qu'on fait aussi dans nos métiers, hein. On surveille, quand on met en prod des applications, on les surveille pour voir si elles sont toujours bien en train de traiter des données, est-ce qu'on n'a pas des surcharges, etc., etc. Et donc souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est trouver quelles sont les métriques intéressantes qu'on pourrait observer. Et dans Factorio, on peut observer des métriques assez simples. La première métrique qu'on peut observer, c'est l'état de fonctionnement d'une application ou d'une usine. Et donc ici, j'ai une usine qui ne marche pas parce que je l'ai éteinte. Donc j'ai ici l'info, ben, ça ne marche pas. Et si je le mets en route, il me dit ça marche. Si j'éteins, il me dit ça ne marche pas. Bon, c'est pas hyper intéressant. Quoique, moi, au bout d'un moment, dans mon usine, j'aime bien que tout fonctionne. Et s'il y a des bouts d'usine qui s'arrêtent, ça veut dire que potentiellement, j'ai des choses dont dépend ce bout d'usine qui vont aussi s'arrêter, etc. Et je vais avoir des problèmes d'échec en cascade. Et donc j'ai envie d'être capable d'être alerté si jamais j'ai un problème avec un bout d'usine qui est critique et qui ne fonctionne pas. Et puis on peut aussi surveiller par exemple le débit. Ici sur mon tapis roulant, j'ai mis un petit connecteur et je suis capable de voir à chaque fois qu'il y a une plaque de fer qui passe dessus, j'ai un petit signal qui passe de 0 à 1. D'accord ? Une petite métrique qui pop comme ça, hop, j'ai une plaque. Et avec tout ça, Factorio étant un jeu dans lequel on peut créer comme ça il y a des signaux qui transitent, on est capable de lire, écrire des données. Factorio, c'est Turing complet, on peut programmer des trucs dans Factorio. Il y a des gens qui se sont dit que c'était une bonne idée. Dans Factorio, on peut reproduire une espèce de monitoring avec une stack Prometheus et un alert manager. Donc là, j'ai un tapis roulant sur lequel j'ai du minerai de fer qui se balade. Et j'ai une petite stack là, Prometheus en plein milieu qui calcule mon débit. Donc j'ai mon signal qui vient à chaque fois qu'il y a un minerai de fer qui passe devant mon capteur. J'ai un signal qui passe et mon Prometheus là, il est chargé de surveiller que mon débit il est constant, de manière constante supérieure à 1 élément par seconde. Et si ce débit descend en dessous, il y a un signal qui va être envoyé à l'alert manager qui va du coup déclencher une alerte et réveiller un ops, un opérateur qui va du coup pouvoir regarder ce qui se passe. Donc ça c'est votre téléphone ou votre beeper là. Alerte générale, la prod s'est arrêtée. Mon système ne fonctionne plus. Mon application est en train de tomber. J'ai des utilisateurs qui ne vont pas être contents. Vous réglez le problème. L'alerte va s'arrêter d'elle-même quand les minerais vont apparaître ici. Hop, 1, 2, voilà, merci. Et donc voilà, nous on fait ça dans nos métiers, hein. Moi je fais dans Factorio aussi. Allez, reprenons le train. Et c'est la fin de ce deuxième chapitre. On est parfait niveau timing, peut-être même un peu en avance. C'est très bien. Un petit volet autour de la sécurité aussi. C'est intéressant dans la sécurité, parce que j'en ai pas parlé pour l'instant. Je vous ai dit tout à l'heure, en intro, que mon vaisseau s'est écrasé sur une planète, et je souhaite construire une fusée. A plus le train, on se reverra tout à l'heure. Et cette planète, elle est hostile. Il y a des aliens dessus.
Enfin des aliens, c'est moi l'alien, je m'écrase sur une planète, c'est moi l'alien. Et donc je vais devoir défendre mon usine des aliens qui cherchent eux à défendre leur planète. Et pour ça je vais avoir tout un tas de solutions à ma disposition. Bon, j'ai des canons ici qui sont prêts à tirer sur l'envahisseur qui vient de l'Est. Et donc nous, quel est le parallèle qu'on peut faire autour de la sécurité dans nos métiers, Il y a des choses assez simples qu'on met en place. On a des notions de déni de service. Quand par exemple j'ai un bout d'usine ici qui fonctionne très bien et que je joue en multi avec quelqu'un qui décide de mettre le mauvais matériau sur le tapis roulant, j'ai une application qui est complètement surchargée et qui n'arrive plus à traiter des données et elle ne fonctionne plus. Parce que voilà, j'ai reçu tout un paquet de requêtes et ça met à l'arrêt mon application complète. Donc ça, c'est le déni de service dans Factorio. C'est souvent lié au mode multijoueur. C'est jamais moi le problème, c'est toujours l'autre qui a mal joué. Ah là là, je suis dans le déni. Et donc les attaques de déni de service, on sature souvent un tuyau réseau avec des requêtes plus ou moins malveillantes. Ici, le minerai vert, c'est l'uranium, et on va considérer que c'est ça le truc malveillant. Et donc ça a mis mon usine à l'arrêt. Une fois que l'attaque s'arrête, mon usine peut reprendre son travail tranquillement. Donc ça, c'est un genre d'attaque qui arrive, mais souvent ça vient de l'intérieur, des gens qui jouent avec moi. L'autre type d'attaque dont on va chercher à se prémunir, c'est les attaques qui proviennent de l'extérieur, et pour ça, dans nos métiers, on fait parfois de la sécurité périmétrique. D'accord ? Donc on va protéger notre entreprise, on va protéger nos logiciels tout autour de leur environnement d'exécution. Dans Factorio, on construit des firewalls qui nous protègent des envahisseurs extraterrestres. Bon, littéralement un firewall, voilà. Moi je fais un mur de feu, firewall. Voilà. Ah. Ok. Alors je tiens à vous rassurer quand même, il n'y a aucun alien qui a été blessé pendant cette présentation, enfin sauf ceux qui sont là. Mais eux, ils vont très bien, d'accord ? Gary et sa famille se portent bien, merci pour eux. Alors un firewall, comment ça fonctionne ? Ça filtre les paquets. Alors là, visiblement, j'ai un problème, ça filtre pas bien les paquets, je sais pas pourquoi. On efface tout ça. Quelle horreur. Un firewall, c'est censé filtrer les paquets. Ah oui, ça doit être plein. Non, c'est pas plein. Je sais pas ce qui se passe, j'ai pété mon setup. Ah oui, si, ça va trop vite en fait. Et donc là, j'ai un firewall qui protège mon système d'information. Donc j'ai des serveurs sur la gauche. J'ai un serveur qui écoute sur un port numéro 22. Le port numéro 22, c'est célèbre, c'est le port dans le SSH qui nous permet de nous connecter à des machines. Et j'ai le port 8080 qui est un port qui me permet de consulter des données en HTTP. Il faut vraiment que je vide ce port là. Hop. Voilà. Et j'ai ici mon firewall qui a pour mission de filtrer les données. Donc il va être capable potentiellement de regarder les données qui arrivent et de les filtrer. Donc on voit là sur les tapis, vous voyez, j'ai du fer qui passe et de temps en temps j'ai de l'uranium, un paquet vert, et on estime que ces données-là, ces requêtes-là, elles sont malveillantes potentiellement, elles ne sont pas souhaitables. Et donc le firewall, il va être capable de les filtrer. On voit aussi qu'au niveau du port 80 de notre firewall, ce port-là, on décide carrément de filtrer complètement les données et de jamais laisser rentrer les données à l'intérieur de nos applications. Et puis on a aussi une petite subtilité rigolote, c'est qu'on a un port qui est numéroté 443. 443, c'est le fameux port pour HTTPS. Et ensuite on a un port 8080 qui va recevoir les données entre deux. D'accord ? Donc un firewall, c'est aussi capable de prendre des données sur un port et les retransmettre sur un autre. Si avec ça vous n'avez pas deviné que je fais du Java dans la vie, 8080 c'est assez marqueur comme numéro de port. Et donc voilà basiquement comment fonctionne un firewall. Ça filtre les données entrantes depuis le réseau et puis ça laisse passer uniquement les données qu'on considère comme étant légitimes. Parfois, vous allez retrouver le terme de WAF, qui est un Web Application Firewall.
le Web Application Firewall, il fonctionne sur une couche un peu plus élevée que juste la couche réseau. Il va regarder le contenu des requêtes et il est capable de dire « Ah, ça c'est une requête qui attaque une faille de sécurité connue et donc on bloque cette requête. » Donc voilà quelques petits éléments de sécurité. On passe ici. Ah bah j'ai un LLM qui tourne avec une centrale au charbon là, tiens. Bon, passons. Ignorez ce que vous avez vu là, ça n'existe pas. Et donc on va pouvoir petit à petit reprendre le train et puis avancer vers la fin de cette conférence en fait. Ça passe vite finalement. Et puis on s'est suffisamment amusé et puis il va être le temps de remballer. Je tenais à remercier toute l'équipe du DevLille d'avoir accepté cette conférence qui a déjà bien tourné finalement et c'est quand même chouette de pouvoir la jouer à domicile. Merci à vous d'être venus assister à cette conf. Je suis très content de l'avoir fait. Je suis content de voir qu'il y a quand même pas mal de monde qui est resté aussi tard pour venir faire une petite game ici et puis et profiter de ce jeu tous ensemble. Je conclurai en vous disant que The Factory Must Grow, c'est le mantra des joueurs de Factorio. Quand on joue à Factorio, on joue de plus en plus à Factorio et après on joue de plus en plus à Factorio parce que bizarrement on est happé par cette usine qui ne demande qu'à grossir de plus en plus et donc on y passe du temps et donc si vous traînez sur internet et que vous allez voir des choses autour de Factorio, vous verrez très souvent cette phrase. Et puis je vais vous demander aussi de me faire un feedback s'il vous plaît par rapport à cette conférence, me dire ce que vous avez apprécié ou pas. Et pour me laisser un feedback, je vais vous demander de scanner ce QR code. C'est la première fois que je vois un QR code de 4 mètres carrés dans un jeu. Alors, derrière ce QR code, je vous y ai mis une page avec différents liens. Le premier lien, c'est le lien vers OpenFeedback sur lequel vous me laisserez un feedback si vous le souhaitez. Le deuxième lien, c'est un lien vers mon site perso sur lequel j'ai mis une page pour présenter la conférence. J'y mets notamment, je vais y mettre le code de la map que je vous ai présenté ce soir. Si vous voulez la charger dans le jeu et vous balader dedans pour voir comment c'est fait, vous allez pouvoir la récupérer et jouer sur cette map si vous le souhaitez. Je vous ai mis aussi la liste des modes que j'ai utilisés pour le jeu pour pouvoir tricher et faire cette présentation sans avoir à galérer avec tout un tas de trucs compliqués dans le jeu et puis pouvoir simplement me concentrer sur ce que je voulais dire. Et puis quelques ressources aussi de gens qui m'ont inspiré pour faire ce sujet et vous présenter ce support. Donc vous aurez tout ça. Et je vous ai mis aussi un lien vers le Discord des communautés lilloises. Et pourquoi je vous ai mis un lien, c'est que je vais souhaiter vous offrir à l'un d'entre vous une licence pour le jeu sur Steam. Et donc, si vous suivez le lien que je vous ai mis sur le QR code vers les communautés lilloises, vous allez atterrir vers le channel DevLille du serveur Discord. Et je vais vous demander de spammer le channel avec la phrase « The Factory Must Grow ». Si vous souhaitez participer, et ce soir, j'irai chercher parmi la liste de tous les gens, je tirerai au sort une des personnes, et puis j'offrirai une licence pour le jeu, histoire que vous puissiez passer le week-end dessus, et me remercier, et puis passer les mois qui viennent dessus, et me détester. Et donc faites ça, et j'offrirai une licence par tirage au sort. Je ferai ça tranquillement, je pense, demain. Si vous le souhaitez. C'est bon, tout le monde a scanné? Vous avez spammé le Discord? Emmanuel Demey me déteste? C'est bon? Pas encore, mais ça va pas tarder. Il nous reste un petit peu de temps. On va reprendre le train. Le train nous emmène à Kourou. Il n'y a pas de l'île Kourou direct, je vous rassure. La SNCF n'est pas encore capable de traverser les continents. Néanmoins, moi j'ai décidé que Kourou c'était juste à côté de la gare Lille-Europe. C'est là. Ici j'ai un site de lancement de fusées. J'ai 2 fusées qui sont prêtes.
je vais embarquer dans la fusée. Ma fusée s'appelle Linux. Enfin, ma plateforme s'appelle Linux. Et donc on va profiter tranquillement de cette animation de lancement de fusée. Et moi je vais vous remercier pour votre attention et je vais vous souhaiter une bonne fin de DevLil. La capsule, hop, demi-tour, on active les propulseurs, on atterrit sur la plateforme, hop. Et là c'est génial parce qu'il y a des centaines d'heures de jeu qui m'attendent parce que ma plateforme, je vais pouvoir aller la déplacer vers d'autres planètes. Mais j'ai pas le temps pour ça aujourd'hui, on va redescendre. Factorio, c'est le jeu le plus rentable du monde, ça coûte 30 balles. J'y ai passé 800 heures possible, donc faites le ratio, le coût à l'heure. Enfin, je pense que c'est mon pire choix de vie aussi. Et voilà, retour à la case départ. Merci à vous, bonne fin de journée.